La Fondation Villa d'Atris est une fondation privée dédiée à la sculpture contemporaine créée par Daniel Capel-Marcovici et Tristan Fourtine. Amoureux de la Provence, passionnés par l'art contemporain et plus particulièrement la sculpture sous toutes ses formes, en 2010, l'idée d'ouvrir une fondation dédiée à leur passion s'impose naturellement à eux. Motivés par l'envie de créer un lieu librement ouvert au public et soutenus par un cercle d'amis, en tant que véritables mécènes, ils donnent vie à leur projet en acquérant cette villa datant de la fin du XIXe siècle. Collectionneurs, amateurs éclairés ou simples curieux sont alors invités chaque année à découvrir et redécouvrir des sculptures d'artistes internationaux, nationaux, régionaux, reconnus ou émergents dans la villa sur 4 niveaux d'exposition et également dans les jardins qui proposent un véritable parcours artistique. La volonté de conserver intacte l'âme de cette demeure provençale et de sa nature environnante permet à la Fondation de se démarquer en proposant l'authenticité d'un lieu d'échange, de rencontre et surtout de partage qui participe pleinement à l'essor culturel et artistique de l'Île-sur-la-Sorgue et de toute sa région. Depuis son ouverture, ce sont près de 300 000 visiteurs qui ont découvert les œuvres exposées à la Fondation Villa d'Atris. Recyclage sur cyclage, la 10e exposition proposée en 2020 à la Fondation Villa d'Atris ouvre les champs des possibles sur de nombreuses thématiques et problématiques d'actualité, de l'écologie, l'obsolescence programmée à la surconsommation. Les artistes exposés cette année interrogent notre relation aux objets du quotidien et tentent de réveiller notre conscience écologique. De nombreuses solutions sont proposées par les artistes, de la récupération à l'action collective, à travers leurs œuvres composées d'objets récupérés, de déchets ou de rebuts, véritable matière à créer et questionner. C'est avec espoir et optimisme qu'ils et elles envisagent notre avenir, leurs œuvres s'imprégnant d'un pouvoir intime et écologique fort, nous encourageant à changer notre regard sur les objets qui nous entourent. De rebut à œuvre, les objets du quotidien se révèlent pour ouvrir un univers fait de solidarité, de création et d'émotion. Depuis 10 ans, les jardins de la Fondation Villa d'Atris offrent aux visiteurs une belle et agréable promenade ponctuée de sculptures. Les artistes s'approprient librement les massifs d'arbustes et de fleurs, les arbres et les bords de la Sorgue. 19 sculptures réalisées par 17 artistes y prennent place cette année. Anita Molinero entretient un rapport de force avec l'art. Sa sculpture monumentale, composée de conteneurs découpés à la scie sauteuse et brutalisés par le feu, interroge l'objet à travers un futur apocalyptique. À travers ces objets, en déformant leur matière et en les détournant de leur fonction, l'artiste interroge sur leur possible évolution, de leur fonction première à leur fin en tant que déchet. Pour réaliser ces constructions parasites, Bernard Murigneux sélectionne des emballages qu'il récupère dans nos poubelles. Reflet de notre mode de vie, de nos habitudes, ces œuvres d'art engagées dénoncent la société de consommation et le gaspillage. Entre monde physique et monde virtuel, Vincent Mauger utilise des outils numériques pour concevoir ses œuvres qu'il réalise à partir de matériaux ordinaires. Les caisses en plastique assemblées en une sculpture monumentale prennent la forme d'un modèle 3D, telle une excroissance que l'artiste place dans le paysage. Les objets de récupération sont tout autant source d'inspiration pour Laurent Bode, qui, à travers son totem, sublime les matières les plus pauvres et des objets souvent oubliés et abîmés. C'est à partir de bidons brûlés et martelés à la main que prennent vie les tableaux sculptures de Kevin Rouillard. Découpés dans la longueur et mis en tension sur un châssis en métal, ces bidons, destinés au transport de marchandises, évoquent les conditions de travail difficiles des ouvriers et rendent hommage au mouvement artistique support-surface. À l'ère de la mondialisation, notre société industrielle entraîne une forte production de marchandises, de produits, d'objets et donc de déchets. Les artistes, fascinés par cette surproduction et critiques de la pollution qu'elle engendre, décident d'utiliser, détourner, transformer objets et déchets afin de nous interroger quant à la place de l'humanité sur notre planète et la protection de celle-ci. Daniel Firman a réalisé une série de sculptures à partir de moulages de corps humains sur lesquels une multitude d'objets de récupération sont amassés, faisant référence à la surprésence d'objets qui nous entourent et nous envahissent. Cet amas dissimule l'identité du corps qui les porte, une perte d'identité annonciatrice d'un besoin de changer nos habitudes de consommation.
Le travail de Claire Morgan s'illustre par une taxidermie raffinée et des formes géométriques parfaites. Pour A Drowning, la tête du rat qu'elle a naturalisée est ensevelie sous des morceaux de sachets plastiques étirés du bout des doigts à la manière de gouttes de pluie ou de pétales de fleurs. Elle semble illustrer le fardeau que représentent ces matériaux plastiques non recyclables pour la biodiversité et la protection de notre environnement. Armand est connu pour ses accumulations et sa série de poubelles qui présentent des ordures collectées chez ses amis, sa famille ou ses connaissances. Il dresse ainsi des portraits en présentant les déchets comme représentatifs de leurs propriétaires. À travers cette série, Armand fait sa propre critique de la consommation et de la production de masse, présentant les déchets que nous produisons comme le prolongement de notre société et de notre identité. Entre constat et dénonciation, les artistes exposés évoquent la disparition de la nature, résultat des actions néfastes des hommes sur l'environnement. Ils expriment, à travers leurs œuvres engagées, cette rupture avec notre milieu naturel. Constituée d'un piano destiné à être détruit et d'une branche de bronze, l'œuvre de Stéphane Guirand nous interroge sur le sens de la société de consommation où même les objets et les matières les plus nobles peuvent être jetés comme de simples déchets sans valeur. Entre peinture et sculpture, l'œuvre de Jim Dine fait écho à son histoire familiale. L'artiste a recouvert ici ses autoportraits peints de différents outils et de bouts de bois, rendant hommage à son arbre généalogique et à son grand-père qui était quincaillier. Michel François représente avec humour un arbre aux pétales de chips dorés. Réalisé grâce à un procédé artisanal original, inspiré de la technique de la cire perdue, il fait référence aux pommes d'or du jardin des Hespérides et au 11e des travaux d'Hercule. Le pare-brise est le matériau de prédilection de Guillaume Cabantous. Il le distend, le modèle et le rend extrêmement souple en se jouant de la matière. Il nous propose sa vision de la société de consommation à travers ses objets de récupération qu'il associe au temps et à la vitesse. À travers d'immenses créations, réalisées le plus souvent dans la rue, Bordalos et Kondo nous alertent sur la disparition de certaines espèces animales. Sa série Half-Half rend hommage aux animaux dont l'espèce est menacée. La moitié de l'animal, peinte et réaliste, se transforme en une moitié de squelette d'objets colorés, laissés bruts et récupérés dans les rues, les déchetteries ou encore sur les plages. Cette œuvre engagée représente un lémurien de Madagascar, animal faisant partie des 25 primates les plus menacés aujourd'hui. Francesca Pasquali, artiste italienne, choisit des objets à usage unique de la vie quotidienne pour les détourner de leur fonction originelle et les interpréter d'un point de vue esthétique. Son archipel d'îles, réalisé à partir de paille en plastique, nous questionne sur la pollution qui menace notre planète, ainsi que sur la disparition de la nature. Constituée d'objets accumulés et usuels, portant en eux une histoire ou provenant de la production industrielle, la balise à roulettes de Bastien Joussomme nous interroge sur l'évolution du monde de demain. La récupération d'objets ordinaires est aussi présente dans l'œuvre de Jeroen Frater, qui sélectionne des fragments et des débris d'objets afin de les transformer en œuvres d'art surréalistes. Son bateau, en suspension, réalisé à partir de souvenirs et d'éléments du quotidien, nous invite à la rêverie. Il y a de la beauté dans l'ordinaire. L'installation de Suzanne Husky évoque la nature qui nous entoure. Réalisée à partir de multiples tissus recyclés, sa forêt aux couleurs variées questionne nos pratiques quotidiennes et appelle à la préservation de la nature grâce à la récupération et au réemploi. Laurent Tixador s'intéresse à ce que son environnement immédiat lui offre. Il défend l'écologie en utilisant des bois récupérés comme le platane qu'il transforme en véritable lampe végétale. Il détourne la lampe Potence de Jean Prouvé, symbole d'un design moderne et novateur, en créant une œuvre qui prône la simplicité de la matière. L'après-guerre marque un renouveau dans le monde de l'art. Inspirés par le monde qui les entoure, les artistes reprennent des objets du quotidien pour les transformer en symboles de la consommation. Ils prennent appui sur la culture populaire, remettent en cause les traditions et touchent le plus grand nombre en détournant les objets produits en série. À travers le réemploi d'objets manufacturés, ils jouent à désacraliser l'art.
Avec ses sculptures, Wim Delvoye cherche à anticiper les tendances du futur en les rattachant au passé. Ses œuvres, qui associent savoir-faire artisanal et fabrication industrielle, présentent une technique ancestrale de sculptures orientales venant magnifier de banals pneus automobiles. Pour réaliser sa sculpture, Mathieu Mercier puise dans l'architecture et le design, faisant dialoguer art moderne et contemporain. En rendant hommage à Piet Mondrian, il allie récupération et détournement d'objets préexistants. L'œuvre du collectif bordelais Présence Panchounette s'inspire aussi du travail de Piet Mondrian en souhaitant le désacraliser. À travers une vision critique, le groupe pointe avec humour et dérision les dérives du monde de l'art. Dans ses installations, Théo Mercier mêle à ses sculptures des artefacts ou des objets qu'il collectionne lors de ses voyages. Son œuvre fait partie d'une série de sculptures qui interrogent la notion de domestication animale et végétale par l'homme ainsi que notre vision de la nature. Rodrigo Mateus aime faire dialoguer les objets ordinaires en leur donnant une nouvelle dimension, en les assemblant, dépassant leurs simples fonctions d'usage respectives. L'association inattendue de ces objets fait écho au surréalisme, tout en illustrant le principe de circulation des matériaux cher à l'artiste. Entre questionnements politiques et formels, le vocabulaire de Benjamin Sabatier se compose de matériaux bruts et accessibles qu'il manipule dans le cadre de processus de fabrication lisibles. Écrasés par un été de chantier, 2 pots de peinture superposés laissent échapper leur contenu sur le socle qui les accueille. L'artiste s'amuse en trompant le spectateur sur son processus de fabrication. Les objets et les matériaux sont comme des balises temporelles, témoins du temps qui passe, évoquant les souvenirs et la nostalgie. Ils sont les marqueurs d'une époque, d'un événement marquant ou d'une mode passée. Certains artistes les utilisent pour une archéologie des médias et des technologies, transformant les objets en fossiles d'un autre temps. Mounir Fatmi travaille sur l'obsolescence programmée. Il est à l'origine du concept de Ready-Made Media. L'œuvre qu'il présente ici est réalisée à partir de câbles coaxiaux et de rubans autogrippants. Ces câbles, remplacés petit à petit par la fibre optique, sont voués à devenir obsolètes. L'utilisation de ce média mort, dont la présentation rappelle des courbes de la calligraphie arabe ou l'abstraction géométrique, permet à Mounir Fatmi de faire une archéologie des médias. Inspirées par la poésie, les installations de Julien Creuset sont constituées d'éléments hétérogènes récupérés, des pièces collectées, achetées ou fabriquées. Il crée des relations inédites entre ces formes dissociables mais assemblées, qui sont un moyen pour lui de faire écho au monde et aux différentes problématiques de la société. Ivan Navarro réalise une sculpture à partir de différentes enseignes de néon glanées ici et là. La rencontre de l'artiste avec ces objets est totalement due au hasard. Pourtant, leur assemblage permet à Ivan Navarro de reconstituer une main, une forme chargée de symboles liés aux lignes de la main, au destin ou encore au karma. Anselme Reil démontre qu'il est possible de donner de la valeur à des déchets. Sur une toile, il assemble des résidus de nos technologies passées et actuelles, obtenant ainsi des compositions dont le mode de dispersion reste aléatoire. Comme un bac de fouilles archéologiques, cette sculpture dévoile les strates d'objets qui caractérisent les avancées de notre société. Certains mouvements artistiques, comme le nouveau réalisme, vont s'intéresser à la récupération d'objets jetés et aux matériaux dits pauvres. Les artistes s'en servent pour créer, mais aussi pour valoriser leurs pratiques et leurs discours, plus que leurs choix esthétiques. Ces artistes questionnent la place de l'art et tentent de déconstruire le regard que nous portons sur les matériaux et objets du quotidien. Valentina Canseco nous encourage à déconstruire notre regard et nous arrêter sur des objets que nous ne regardons jamais. En présentant sous un angle inhabituel sa sculpture abstraite aux airs d'origami, l'artiste nous permet de véritablement la regarder et de réfléchir à la beauté des objets du quotidien. Membre fondateur du mouvement artistique Support Surface, Daniel Dezeuse bouscule les conceptions conservatrices de ce qu'est l'art et ses techniques. Ici, ces morceaux de porte de HLM des années 80 sont présentés non plus comme des outils de passage, mais comme de véritables œuvres d'art. Quoi de plus omniprésent et pourtant invisible qu'un extincteur ?
Bertrand Lavier, en repeignant cet objet que nous croisons quotidiennement sans le regarder, nous permet de réfléchir à ce que nous considérons comme beau et digne de contemplation parmi les objets qui nous entourent. Cette sculpture, faite uniquement de moulage d'objets du quotidien, est un clin d'œil au tableau d'Ingres intitulé La Source. Faisant référence à ce chef-d'œuvre de l'histoire de l'art occidental et métamorphosant ce qui constitue le tableau en éléments de plastique, Étienne Bossu brouille les frontières entre œuvre et objet. Les errances de récupération de Côme Clérino dans des zones en friche, industrielles ou agricoles, lui permettent de glaner divers éléments abandonnés. Après avoir récupéré différents matériaux et éléments de construction, l'artiste réalise des fresques sur lesquelles matière, couleurs et motifs se marient harmonieusement en un surcyclage poétique. Manuela Medeiros trouve de la poésie dans l'intérieur de nos murs. Les matériaux utilisés pour construire nos bâtiments, infrastructures et habitations sont pour l'artiste les premiers témoins de nos histoires, souvenirs et vies. Nous ne soupçonnons pas leur présence et pourtant, ils portent en eux une forte charge nostalgique. Bill Culber est un artiste néo-zélandais qui, une fois installé dans le Luberon, est tombé amoureux du soleil méridional. Surnommé l'artiste de la lumière, le néon lui permet de jouer avec les effets de l'éclairage sur les couleurs, les matières et les objets du quotidien, les révélant sous un tout nouveau jour. Le travail de Gavin Turk est caractérisé par son jeu sur le trompe-l'œil et les illusions de matière. Ce sac poubelle hyper réaliste est une sculpture en bronze dont la présence incongrue au sein d'une exposition encourage les visiteurs à réfléchir à la surproduction de déchets. Artiste écoféministe, Suzanne Husky dénonce la société patriarcale dans laquelle nous vivons et les conséquences néfastes qu'elle a sur la condition des femmes ainsi que sur notre planète. Cette série en céramique de produits d'entretien ultra reconnaissables lui permet de dénoncer à la fois le désastre écologique que l'emploi de ces produits entraîne et la charge domestique qui pèse sur les femmes du monde entier. Emballages en carton, de transport ou de protection, ou encore matériaux puisants dans l'automobile vont être au centre des travaux des artistes à partir du XXe siècle. Façonnés en volume, ils vont exprimer l'histoire du temps présent, de la société actuelle et de ses évolutions. Que ce soit par superposition, stratification ou compression, la matière, pourtant reconnaissable, devient une forme compacte et mystérieuse qui suscite l'envie de déballer ou décomposer l'œuvre. Ce capot de voiture, agrémenté d'une chaîne de montagne, est un ensemble de moulages en résine tiré de la série Accidents de surface de Maxime Lamarche. La sculpture, recouverte d'une peinture pour carrosserie, fait écho aux dégâts infligés par l'automobile sur notre environnement. Cette fois-ci, la nature reprend ses droits et c'est alors le paysage qui accidente la voiture. Laurent Baude travaille le néon, le laiton et les objets du quotidien comme un corps de chasse pour proposer sa vision contemporaine du dieu égyptien Ré, symbole de lumière et créateur de l'univers. La composition s'inscrit sur les figures géométriques du carré, du cercle, du triangle, à partir d'un axe vertical et de la spirale d'or. Le travail de John Chamberlain se caractérise par l'utilisation de fragments d'automobiles écrasés et soudés. L'artiste revendique le fait que son art n'est pas une critique sociale, même s'il utilise des carcasses de voitures, symboles de la société de consommation. Il affirme qu'il utilise les tôles de voitures seulement pour leur intérêt formel et dit travailler sans plan préétabli, laissant la matière s'exprimer. Anneke-Eusen récupère vitres et pare-brises dans les casses automobiles. Assemblés à plat, ces éléments laissent parler leur transparence, faisant apparaître une multitude de taches, éclaboussures et salissures. Ces traces sont aux yeux de l'artiste le journal de bord de la voiture, mais aussi de ses conducteurs et passagers, des éclats de nostalgie attachés à l'un des objets les plus emblématiques de notre société. Michelangelo Pistoletto réalise ces briques enveloppées dans des tissus recyclés à la fin des années 60, en écho aux manifestations de mai 68. Après sa rencontre avec Pascal Martin Tailloux, les briques de l'un se mêlent aux pierres de granit colorées de l'autre pour réaliser une œuvre à 4 mains en hommage à la pluralité d'interprétations possibles des objets de notre quotidien. Peter Buggenhout réalise des installations sculpturales composées de matériaux trouvés et industriels. À première vue, ces travaux ressemblent à des vestiges de dévastation ou de structures abandonnées.
Les Monts Ventoux sont des sculptures de l'informe dans lesquelles l'artiste introduit divers objets développant des formes aléatoires. Cette série de sculptures évoque l'absence de maîtrise de l'ensemble des choses qui nous sont données à voir. Fidèle à sa méthode de travail, entre brutalité et métamorphose, Anita Molinero déforme ici des filets d'orange maltaise au décapeur thermique. La fibre synthétique des filets prend des airs de matière organique, vivante, rugueuse et abrasive qui met à mal notre capacité à reconnaître un matériau que nous sommes pourtant habitués à voir. Cette œuvre de Manuel Mérida, réalisée spécialement pour l'exposition, se compose d'un cercle vitré motorisé rempli de déchets et de poussière. Le mouvement hypnotisant de la sculpture ajoute une dimension étrange aux déchets que nous avons à contempler, triste et poétique reflet de l'état de notre environnement actuel. Ce parallélépipède de verre contient des matériaux d'emballage et de protection dont Alina Schneiderov se débarrasse dans son atelier. Ces strates de matériaux, habituellement destinées au rebut, sont ici protégées dans un écrin de verre. Cette sculpture est à lire comme une sédimentation de la carrière de l'artiste, à la manière d'un autoportrait réalisé à partir de déchets accumulés au fil de ses années de création. En 1960, César découvre la presse hydraulique. S'ensuit la réalisation d'une multitude de sculptures composées d'objets divers et variés allant de l'automobile à des bijoux que l'artiste compresse en défi à la société de consommation. Ces compressions sont aussi un moyen de s'approprier ces objets du quotidien et leur transformation qui, grâce à leur nouveau statut d'œuvre d'art, sont caractéristiques d'une démarche avant-gardiste de surcyclage. Louise Nevelson est une pionnière de l'assemblage de matériaux trouvés. Ses œuvres, entre sculptures et tableaux, sont des compositions abstraites, paradoxalement rigoureuses et austères pour leur géométrie, et baroques pour leur abondance et jeu avec ombres et lumières. L'enchâssement des morceaux de bois et de carton dessine une architecture poétique, directement puisée dans nos déchets urbains. Le djanage d'objets trouvés et de déchets s'érige ici en une véritable esthétique du rangement et de l'ordre. Les objets méticuleusement triés, sélectionnés et assemblés par couleur et forme sont d'une symétrie esthétique et attractive qui rappelle le monde de la vente et de la consommation et permettent de dresser un portrait d'un nouveau genre de notre société. Fasciné par les doubles et les objets en exemplaires identiques, Michael Johansson crée des formes géométriques parfaites. Débarrassés de leur fonction initiale, ces objets identiques s'habillent d'une toute nouvelle esthétique, à la fois réconfortante de symétrie et surprenante d'uniformité. Dans les années 80, Tony Cragg porte un intérêt tout particulier au monde industriel et aux produits qui en résultent. Ses œuvres sont de grandes compositions qui s'affirment en volume. À travers la collection de détritus et de matériaux industriels usagés qu'il empile en fonction de leur couleur, matière ou taille, Tony Cragg fait avec du rien et élève ses ensembles de déchets au rang d'œuvres d'art. L'œuvre de Bastien Joussomme joue sur le regard du spectateur et les automatismes de perception. Face à ces objets familiers et ultra reconnaissables, notre regard est désorienté par une présentation soignée de ces manches à balai, nous interpellant sur la production massive de produits toujours identiques et les dangers de l'uniformisation de notre société. Souvent issus de l'industrie et résultant de cycles de production immenses, ces objets voient leur forme transformée jusqu'à en devenir molle, repoussante ou douloureuse. Une transformation qui permet aux artistes de mettre en garde le spectateur contre la laideur et la saleté de la surconsommation. Marie Havel travaille autour du concept de la ruine et de l'échec. L'artiste propose, avec ses seaux de plage déformés, de construire des châteaux de sable déjà détruits. Ce passage direct à l'échec permet une réflexion sur notre environnement et sa détérioration toujours plus rapide, et le rôle que nous jouons dans ce processus. La série de sculptures Trash Stones de Willem Mundt, entre météorites, bonbons gélifiés géants et objets non identifiés, fait écho au ready-made. L'artiste, qui les qualifie lui-même de pierres débris, les réalise à partir des déchets récupérés dans son atelier. Pièces uniques, elles lui permettent d'explorer les formes et les couleurs, tout en étant composées de matériaux et d'objets multiples destinés au rebut. Michel Blasi travaille à partir de matériaux simples, issus du quotidien, et cherche à mettre en avant les mutations des matières et matériaux employés dans ses œuvres. Des bonbons créma ont été ici fondus en un gros galet mou qui opère un décalage frappant entre la préciosité du motif et l'origine modeste du matériau qui propose un compromis entre répulsion et attraction.
L'œuvre de Samir Mougas propose un contraste entre la finition parfaite des productions industrielles, ici une coque de piscine et un réservoir d'essence, et la végétation, la moisissure, qui peuvent s'y développer lorsque l'œuvre est exposée en extérieur. Biologie et archéologie se mêlent au travail de l'artiste pour interroger l'évolution des formes de vie qui nous entourent face aux cultures et produits façonnés par l'homme. Grâce aux techniques du recyclage et du surcyclage, certains artistes opèrent un retour au geste de l'artisan. Dans une société mécanisée où les marchandises et les informations se partagent toujours plus vite, la lenteur de l'artisanat devient poésie. Les objets qui résultent de cette pratique artistique sont alors des artefacts d'une grande valeur, autant par le savoir-faire qu'ils nécessitent que par leur caractère unique. L'œuvre de Zoé Paul mêle techniques artisanales et déchets industriels. Avec ses tissages, elle sublime ses grilles de frigidaire abandonnées et obsolètes, en fait des tapisseries empreintes de modernité et les élève ainsi au rang d'objets d'art uniques. Les sculptures de Delphine Coindet sont proches du design industriel et se présentent comme des modélisations de formes de notre quotidien. Ici, ces vases forment un ensemble qui rappelle les rayons des arts de la table de supermarché entre objets courants et représentations des images de notre quotidien. Konrad Loder est fasciné par les processus et phénomènes à l'œuvre dans la nature. Les mécanismes derrière la magie et le hasard de la lente croissance des végétaux se retrouvent dans son œuvre Iris, constituée de pots de peinture séchés et accumulés au fur et à mesure du temps dans son atelier. Ifeoma Anyaeji crée des œuvres à partir de matériaux et d'objets dont la société se débarrasse et se désintéresse. Elle utilise en majorité les sacs et bouteilles en plastique qui peuplent son environnement pour les tresser selon une technique traditionnelle de tissage nigériane. Entre poubelles et cornes d'abondance, la sculpture Swirl Bean utilise l'accumulation de nos déchets pour mettre en lumière une technique ancestrale nigériane de tressage et de tissage. Entre sculpture, scénographie et installation, Awena Kozanet travaille à partir du corps humain sur l'homme et le mystère de notre présence au monde. Son œuvre est une sculpture qui enferme une tente, représentant le poids du monde et de la société qui pèse sur le dos de l'espèce humaine, laquelle, selon l'artiste, est capable du pire. Andy Grandet considère tous les matériaux comme source de créativité. Sa sculpture est composée de fibres d'emballage de fruits et légumes, ainsi que de fibres de sisal. Avec ses tissages, elle tente de conférer un titre de noblesse à ces emballages en faisant cohabiter organique et synthétique pour une véritable célébration de la matière. Tatiana Wolska met au cœur de son œuvre un travail sur l'économie des moyens et la simplicité du geste et en profite pour y impliquer des réflexions sur l'écologie. Ces sculptures, constituées de rebuts industriels qu'elle recycle, sont poétiquement sublimées. Pour cette œuvre, l'artiste a sculpté des membranes inspirées du monde animal ou végétal à partir de bouteilles en plastique. Les objets possèdent le sens qu'on leur confère. Ils évoquent le temps qui passe, les souvenirs, les émotions et nous rappellent le caractère éphémère de la vie. Les déchets et rebuts n'oublient pas. Ils s'assemblent et s'animent au rythme du cycle de la consommation. Les sculptures de Jean Tinguely prennent l'apparence de machines métalliques dotées de mécanismes détournés de leur fonction initiale. Délibérément imparfaites, abîmées et usées, elles redonnent vie à divers objets et outils de bricolage. Anne Claverie collectionne les matériaux et tente de leur conférer un caractère organique, animal ou végétal. En jouant sur les matières et l'espace, elle crée des sculptures insolites et surprenantes en équilibre, mêlant monde naturel et industriel. La sculpture de Jean-René Laval se dresse devant le spectateur. Réalisée à partir de matériaux humbles provenant d'une vieille salle de bain, les matériaux qu'il sélectionne à l'état de dégradation tournent en dérision la présence de produits néfastes dans nos espaces les plus intimes. Moffat Takadiwa puise dans les déchets envoyés au Zimbabwe afin d'en faire des sculptures puissantes, colorées et à connotation politique. Il détourne les touches de clavier d'ordinateur pour détruire symboliquement la langue anglaise, représentatif de la colonisation de son pays. Il manifeste contre ce passé colonial tout en reconstruisant un nouveau langage afin de célébrer le renouveau et l'indépendance. Les œuvres de Pascal Martin Taillou mêlent souvenirs et impressions, rituels et symboles, critiques politiques et sociales de la mondialisation. Réalisé en cristal de Murano, son totem nous emporte vers un univers inattendu.
Les matériaux de récupération qui habillent sa sculpture créent un contraste esthétique et géographique avec la noblesse du verre employé. Hippolyte Engen est un duo d'artistes qui explorent à quatre mains l'univers de la culture populaire et savante. La bande dessinée, les cartoons, les motifs textiles ou encore la scène underground inspirent les deux artistes qui créent des collages à la forme très libre, des sculptures, des dessins et des peintures. En choisissant des images iconiques empreintes de nostalgie, Hippolyte Engen crée des œuvres surprenantes, colorées, drôles et parfois satiriques qui tournent en dérision notre culture visuelle de masse. Avec son art engagé, Romuald Hazomet critique les figures et les systèmes politiques. Sa sculpture Garelli II fait référence aux conducteurs de mobylettes qui transportent toutes sortes de choses et plus particulièrement de l'essence, matière très dangereuse. Ave Eyadema évoque Gnassingbé Eyadema, chef d'État togolais ayant exercé une dictature implacable au sein de son pays. Dominique Zingpe nous propose sa vision du continent européen et de ses différentes phases historiques grâce à des matériaux courants de la vie quotidienne tels que des torches électriques ou des gamelles. L'œuvre de Hans Schabus présente un ensemble inattendu composé d'une guirlande lumineuse posée sur un support de poubelle. Il donne une nouvelle dimension à ces objets du quotidien en les détournant de leur fonction initiale, surprenant le spectateur et l'encourageant à regarder l'espace autrement. Les œuvres de Terence Musekiwa mêlent techniques ancestrales de sculpture de la pierre et objets industriels récupérés. Entre tradition et modernité, ces deux œuvres rendent hommage aux traditions culturelles du Zimbabwe. Les objets et les déchets ont un pouvoir de nostalgie. Ils sont capables d'être des portraits d'un nouveau genre, des segments de vie, des souvenirs matérialisés et rendent hommage à une personne, une identité, une culture, simplement grâce à leur usage ou leur présence. Lise Magor travaille à partir d'objets familiers et instaure un jeu entre apparences et matières, en jouant sur les leurs et les faux-semblants. Entre objets réels et fiction sculptée, les œuvres de l'artiste témoignent de nos différents rapports aux objets, entre dépendance, confort ou même rejet. Hassan Sharif travaille avec des matériaux industriels trouvés dans des marchés, supermarchés, magasins des Émirats Arabes Unis, qu'il tisse et noue en amas. Cardboard & Glue met en avant des produits issus des traditions culinaires et culturelles du Moyen-Orient, ainsi que leur transformation voire disparition suite au développement de la société de consommation. Pour Jonathan Callan, dont le matériau fétiche est le livre, qu'il considère comme un objet et un matériau qu'il détache complètement du texte ou du récit qu'il contient, les livres ultra transformés deviennent un îlot de courbes qui ne permet plus aux spectateurs de les reconnaître, mais de les admirer d'un tout autre point de vue. Tatiana Trouvé se joue du temps et de l'espace qu'elle réinvente sans cesse. Ces œuvres de la série Refolding sont des sculptures obtenues par les moulages et le tirage en bronze et en béton, de couvertures de protection et de cartons d'emballage normalement destinés au transport d'œuvres d'art. La Fondation Villadatrice a souhaité rendre hommage cette année à Agnès Varda, vieille cinéaste, jeune artiste comme elle aimait se présenter. Surnommée la glaneuse aux cheveux vanille fraise, Agnès Varda a mis au cœur de son travail le recyclage et le glanage qu'elle met à profit tout au long de sa carrière, tant dans ses œuvres plastiques que cinématographiques. Cette œuvre est la maquette d'une cabane qu'Agnès Varda a réalisée grandeur nature et intitulée La cabane du bonheur. Elle est constituée des pellicules 35 mm de son film Le Bonheur, sorti en 1964, dont les cinémas se sont débarrassés lors du passage au fichier numérique. Décidée à ne pas abandonner ces pellicules de film, Agnès Varda les recycle pour construire des cabanes de cinéma, fidèle à son intérêt pour le glanage et le recyclage qu'elle avait déjà souligné dans son film Les glaneurs et la glaneuse. Selon l'artiste elle-même, ces cabanes sont des royaumes de la seconde vie des films et du recyclage nostalgique. Le dépôt de la cabane de plage est une installation liée à son film autobiographique Les plages d'Agnès et au petit film vidéo La mer Méditerranée avec 2 R et un N. Devant la projection du film sont déposés divers matériaux et objets récupérés de cabanes de pêcheurs sétois. Filets de pêche, morceaux de bois, cagettes, cordes, couvertures. Le film montre des plans de catastrophes naturelles et humaines en contraste avec des images de plages et de couples amoureux. Cet ensemble est en réalité un moyen de mettre en avant la récupération d'objets comme une alternative à l'urgence écologique
et par exemple la détérioration des plages et de leur biodiversité, ainsi que comme une véritable technique de création dotée d'un fort pouvoir artistique et poétique. L'ensemble de l'œuvre, de présence panchounette, constitué d'un appareil photo tenu par une statuette en bois perchée sur une enseigne publicitaire Kodak, permet au collectif de rendre hommage à l'art du continent africain et de mettre sur le devant de la scène la valeur et la richesse des productions artistiques de cette diversité de pays, souvent dissimulée derrière des clichés et un lourd passé colonial. Ici, Olivier Miyagou a travaillé à partir d'objets manufacturés. Cette sculpture en peau de terre cuite rappelle le tronc d'un palmier mort, dénudé de sa magnificence. Elle fait écho au paysage d'Hawaï d'aujourd'hui et au paysage provençal contemporain, qui ne ressemblent plus en rien à leurs véritables états naturels. Neil Beloufa travaille sur le naturel et l'artificiel, la récupération et la création, le végétal et la technologie. Sa sculpture présente des emballages industriels figés dans du verre coloré. Cet équilibre entre deux dimensions interpelle tout en incitant au questionnement et à la contemplation. Boris Chouvelon prélève des objets du monde réel pour les transformer dans son atelier. Son œuvre anticipe la ruine de notre quotidien. Son squelette bétonné, agrémenté d'un bec de pelleteuse, renvoie à la tendance de l'homme, toujours plus grande, de construire et déconstruire. André Farel puise son inspiration dans les événements simples de la vie. Son œuvre nous renvoie à nos propres souvenirs de vacances, tout en nous interrogeant sur notre propre notion du temps libre et de la liberté. La sculpture de Karine de Bouzy est réalisée in situ sur l'ascenseur de la Villa d'Atrice à partir de drains agricoles. L'installation dérivation-déviation, exposée le long du canal du Midi sous une autre forme, joue ici avec la transparence de l'ascenseur et les étranges courbes difficiles à dompter des tuyaux en plastique. À la manière d'un organisme vivant et chaotique, l'œuvre se détache de son origine industrielle pour se mêler à l'architecture du lieu, tout en révélant l'apparence d'une excroissance étrange. Réalisée in situ, l'installation de Julia Maria Lopez Mesa tisse des liens entre les vêtements, la mémoire et le territoire. Accompagnée d'un récit, chaque bout de tissu, employé, collecté, récupéré, invite les visiteurs à se reconnecter à leurs souvenirs. Vision contemporaine et industrielle du pissenlit, l'œuvre de Gluck Laprey, par la structure simple et ajourée de la roue de bicyclette, établit un pont entre objets manufacturés et végétation poétique. L'artiste nous rappelle l'enjeu écologique du recyclage qui offre toujours une vie à ceux qui n'en avaient plus. Le mouvement et la liberté sont au cœur du travail de Martin Caminiti, qui détourne ici un pied de parasol et une canne à pêche pour créer une machine à fabriquer le vent. Il détache ces objets de leur vie ordinaire à travers cette sculpture malicieuse et poétique. Yves de Chalandard élabore ses œuvres à partir de matériaux de récupération les plus simples, tout en essayant de préserver l'identité. Il donne de la vie aux objets du quotidien à travers ses sculptures animales. Pascal Mijarès travaille avec des objets simples et familiers, comme ici des ustensiles de cuisine. Sa sculpture Rythme et décadence dialogue avec les éléments du jardin de la Fondation. Lové dans une alcôve de bambou, les casseroles et la vaisselle s'habillent d'un filet d'eau et révèlent à la fois le pouvoir de l'art de la récupération et la charge poétique qu'il détient, tout en symbolisant le cycle consumériste dans lequel nous sommes enfermés. L'œuvre de Henri-François Dumont fait partie d'un ensemble de sculptures travaillées autour du thème des sièges. Ascending the Throne, réalisé à partir de chutes d'acier récupérées chez un spécialiste du recyclage de métaux, est un hommage aux artistes constructivistes qui liaient le fonctionnel à une nouvelle conception esthétique, celle de la forme utilitaire. Bettina Pucci récupère des éléments du mobilier urbain. Elle travaille en les déformant et les détournant de leur fonction initiale, des objets produits en grande quantité en usine. L'utilisation de la couleur, comme ici le rouge, appliqué sur des matériaux généralement gris, accentue l'appropriation de l'artiste. Les barrières de sécurité deviennent méconnaissables et perdent tout leur sens. Seul le nom de l'œuvre, A4, nom d'une autoroute en Allemagne, renvoie à la fonction originelle des matériaux.